À Montpellier, l'inquiétude gagne peu à peu la maison de Salomé. Depuis la veille, les plaques apparues sur son visage ne cessent de s'étendre, et la douleur devient presque impossible à supporter. La jeune femme avoue qu'elle a de plus en plus mal, comme si sa peau brûlait de l'intérieur, sans lui laisser le moindre répit. Sa mère comprend rapidement qu'il ne s'agit plus d'une simple irritation passagère. Devant l'aggravation visible des rougeurs et la souffrance de sa fille, elle décide de ne prendre aucun risque et de l'emmener directement à l'hôpital. Salomé accepte, épuisée par cette sensation de feu qui semble s'intensifier au fil des heures. Aux urgences, Jérémy Loubet prend rapidement la situation au sérieux. Il observe attentivement les plaques, leur étendue et leur aspect, avant de demander à Salomé si elle utilise actuellement un produit particulier sur son visage. La réponse de la jeune femme retient immédiatement son attention. Depuis environ une semaine, elle applique régulièrement la crème Finoma. À cet instant, Jérémy ne cherche pas à tirer de conclusions définitives, mais son réflexe est immédiat. Il conseille à Salomé d'arrêter sans attendre l'utilisation de Finoma. Son objectif est d'abord de calmer l'inflammation et d'éviter que les symptômes ne continuent à progresser. Il lui prescrit également une crème destinée à apaiser les rougeurs et la sensation de brûlure. Le médecin prend ensuite plusieurs photographies des lésions. Ce geste, en apparence purement clinique, donne pourtant une autre dimension à la situation. Jusqu'ici, Finoma était surtout associé à une campagne de communication ambitieuse. Désormais, Jérémy se retrouve face à une patiente dont le visage s'est considérablement dégradé après plusieurs jours d'utilisation du produit, sans pouvoir encore établir formellement un lien. Pendant ce temps, loin de l'hôpital, la machine promotionnelle autour de Finoma continue de tourner. Chez Elle Cosmétiques, Elisabeth, Boris, Muriel, Saskia et Rose se réunissent autour de la stratégie de lancement. L'objectif du moment paraît presque léger comparé à ce qui se joue aux urgences. Il faut trouver un slogan capable de donner à la crème une identité forte. Saskia se montre particulièrement investie et propose d'organiser une masterclass consacrée aux cosmétiques. Rose pourrait y intervenir pour parler de Finoma et donner davantage de visibilité au produit. Boris adhère rapidement à cette idée, et leur manière de travailler ensemble révèle une complicité spontanée. Muriel observe leurs échanges avec une attention qu'elle préférerait probablement ne pas avoir. Car son esprit est ailleurs. Muriel attend surtout le mail de Johanna Lemeur, celui qui doit contenir la décision du juge concernant Thomas. L'incertitude la ronge. Elle demande à Boris ce qu'ils feront si le juge donne raison à Eve, espérant sans doute une réponse capable de calmer ses peurs et de lui rappeler qu'ils affrontent cette épreuve ensemble. Mais Boris choisit une formule qui l'agace immédiatement. Selon lui, il faut rester calme et déterminé, parce que c'est important dans la vie. Muriel entend moins un soutien qu'une leçon prononcée d'un ton paternaliste. Elle lui fait comprendre qu'elle n'avait précisément pas besoin de ce genre de conseils, puis s'éloigne avec une irritation qu'elle peine à dissimuler. Lorsqu'Elisabeth lui demande un peu plus tard ce qui se passe avec Boris, Muriel finit par se livrer. Elle explique qu'elle attend fébrilement cette décision concernant Thomas, alors qu'elle a l'impression que Boris se montre beaucoup plus absorbé par la campagne Finoma. La frustration dépasse donc le simple cadre professionnel, derrière elle se cache une peur familiale profonde. Muriel ignore cependant que Saskia entend cette conversation. La jeune femme se retrouve ainsi témoin involontaire d'une fragilité intime qui éclaire différemment les tensions entre Muriel et Boris. Ce que Muriel interprète comme un manque d'implication devient d'autant plus douloureux que, quelques instants auparavant, elle a vu Boris parfaitement disponible et enthousiaste lorsqu'il échangeait avec Saskia sur Finoma. Dans le même temps, Achille utilise lui aussi la crème. Pourtant, contrairement à Salomé, il ne présente aucune plaque et ne semble souffrir d'aucune réaction visible. Cette différence empêche naturellement de désigner Finoma comme responsable avec certitude. Achille, lui, ne mesure pas encore la gravité de ce que traverse Salomé et s'est même montré particulièrement peu délicat avec elle. Face au visage rougi de la jeune femme, il lui a lancé qu'elle ressemblait à un feu rouge. Une plaisanterie cruelle au moment où Salomé souffre réellement et où l'origine de ces plaques reste inconnue. Pour elle, ce qui pouvait encore sembler quelques heures plus tôt un problème esthétique est devenu une douleur suffisamment intense pour nécessiter un passage aux urgences. À l'hôpital, une autre chambre concentre une angoisse bien différente. Cécile Alphand est toujours plongée dans le coma. Claire lui prodigue les soins nécessaires, tandis que son état maintient ses proches dans une attente insupportable. Chaque geste médical rappelle que Cécile ne peut toujours pas répondre, expliquer ce qui s'est passé ni entendre les questions qui s'accumulent autour d'elle. Florent reste près d'elle, mais l'homme qui veille son corps inconscient porte désormais une blessure supplémentaire. Janet lui apporte un café, et cette attention suffit presque à faire tomber les dernières défenses qu'il essayait encore de maintenir.
Florent finit par reconnaître ce qui le tourmente, il avait bien remarqué que Cécile s'éloignait depuis quelque temps. Pourtant, jamais il n'avait imaginé qu'elle puisse le tromper. Cette réalité lui revient avec une violence d'autant plus forte qu'il se trouve face à elle sans pouvoir obtenir la moindre réponse. Florent se traite lui-même d'idiot. Il revoit les signes qu'il n'a pas voulu comprendre et se demande comment il a pu ne pas percevoir que leur couple prenait l'eau. Son sentiment de culpabilité se mêle ainsi à la colère et au chagrin. Il s'en veut de ne pas avoir compris plus tôt ce qui se jouait dans leur relation. Mais l'état de Cécile rend tout plus cruel encore, il ne peut ni lui demander pourquoi elle s'est éloignée, ni entendre sa version, ni confronter la femme qu'il aime à cette vérité découverte trop tard. C'est dans cette atmosphère lourde que Jérémy décide, lui aussi, de parler à Janet. Il lui signale le cas d'une patiente utilisant Phinoma, la crème associée à l'urine. Il ne prétend pas encore avoir trouvé la cause des plaques de Salomé, mais il estime clairement que l'information mérite d'être portée à l'attention de Janet. Ainsi, tandis que Phinoma continue d'être préparé comme un produit que Elle Cosmétique veut mettre en avant, un premier signal inquiétant apparaît à l'hôpital. Salomé souffre, Jérémy demande l'arrêt immédiat de la crème et commence à documenter les lésions. Deux réalités évoluent désormais en parallèle, sans que ceux qui travaillent sur la campagne mesurent encore ce qui vient de se passer. Au même moment, une autre intrigue avance dans une direction beaucoup plus discrète, presque invisible. Au petit déjeuner, Agnès cherche à obtenir des informations auprès d'Élise sans jamais donner l'impression de mener un interrogatoire. Elle évoque naturellement l'article de Midi Libre consacré à l'évasion de Fabrice Collat, comme si sa curiosité n'était motivée que par l'actualité. Élise ne semble pas percevoir le danger derrière ces questions. Pour elle, Agnès reste simplement la femme avec qui elle partage une relation intime, une présence familière qui n'a aucune raison de susciter la méfiance. Agnès profite précisément de cette confiance. Elle avance prudemment, choisissant ses mots avec soin afin de recueillir des renseignements sans provoquer la moindre alerte. Mais un détail apparemment banal vient soudain mettre Agnès sur la défensive. Élise veut la prendre en photo. La réaction est immédiate, Agnès refuse. Elle explique qu'elle n'aime pas être photographiée et ajoute qu'elle n'est même pas maquillée. L'excuse semble légère, presque anodine, pourtant son refus révèle surtout combien elle tient à contrôler son image. Dans le contexte de son double jeu, cette prudence prend évidemment une importance particulière. Agnès ne peut pas se permettre qu'une photographie circule ou soit conservée sans qu'elle maîtrise ce qui pourrait en être fait. Elle transforme donc ce moment potentiellement dangereux en simple caprice personnel, et Élise n'a aucune raison immédiate de soupçonner ce qui se cache derrière cette réaction. Pendant ce temps, Alex et Manu restent mobilisés sur Fabrice Collat. Les deux policiers sont en planque et surveillent attentivement ses mouvements, mais rien ne se passe. Fabrice demeure à l'intérieur et ne leur offre aucun élément exploitable. Cette immobilité rend leur attente d'autant plus pesante, car ils savent que la moindre sortie pourrait fournir une piste déterminante. La surveillance se poursuit donc dans une tension sourde, très différente de l'agitation qui règne ailleurs à Montpellier. Ici, pas de confrontation spectaculaire ni de découverte immédiate. Seulement des policiers qui observent, attendent et doivent accepter que leur cible garde encore l'avantage du temps. Fabrice Collat reste au chaud, inaccessible, tandis que l'enquête continue de tourner autour de lui. Dans ce contexte, Paloma tente également d'obtenir des réponses du procureur Picard. Elle l'interroge directement et lui lance que la police enchaîne les bourdes. La remarque est sévère, presque accusatrice. Pourtant, Picard choisit de ne pas répondre. Son silence laisse la critique suspendue et renforce l'impression d'une enquête qui subit une pression croissante. À l'hôpital, cette tension institutionnelle contraste avec la fragilité de Cécile. Toujours dans le coma, elle demeure au centre d'une histoire dont elle ne peut plus contrôler le récit. Autour d'elle, chacun interprète désormais les événements, les révélations et les conséquences de ses choix. Claire continue de lui prodiguer des soins, sans que la magistrate puisse réagir. Florent, lui, reste prisonnier de pensées beaucoup plus intimes. Les révélations sur l'infidélité de Cécile ont ouvert une brèche qu'il ne parvient pas à refermer. Il repense à cette distance qu'il avait remarquée, aux signes qu'il avait probablement minimisés, et surtout à cette certitude ancienne selon laquelle leur couple pouvait encore tenir malgré les difficultés. Ce qui lui fait le plus mal n'est peut-être pas seulement d'avoir été trompé. C'est aussi d'avoir été tenu à l'écart d'une réalité qui concernait directement leur histoire. Florent comprend maintenant que Cécile vivait quelque chose qu'il ignorait totalement. Pourtant, elle est là, inconsciente, incapable de répondre à toutes les questions qui s'imposent désormais à lui. Plus tard, Florent achète des pizzas pour partager un repas avec Margot et Achille. Le geste cherche à recréer un semblant de normalité, quelques minutes ordinaires dans une période où plus rien ne l'est vraiment.
Mais Achille a déjà lu l'article de Midi Libre, celui qui affirme que Cécile avait un amant et qui atteint directement son image. Le jeune homme ne peut évidemment pas rester indifférent à ce qu'il vient de découvrir. Cécile est toujours entre la vie et la mort, et voilà qu'au même moment sa réputation se retrouve exposée publiquement. Achille cherche des réponses auprès de Florent et Margot, sans savoir que tous deux doivent maintenant choisir entre la vérité et sa protection émotionnelle. Florent décide alors de mentir. Avec Margot, il affirme que les journalistes racontent n'importe quoi. Ils choisissent de nier ce qu'ils savent pourtant être vrai. Ce mensonge ne vise pas à défendre Cécile devant l'opinion publique, mais à préserver Achille d'une douleur supplémentaire alors qu'il est déjà confronté à l'état dramatique de sa mère. Margot soutient cette version, consciente que le moment semble impossible pour lui révéler toute la vérité. Ainsi, autour d'une simple pizza, une nouvelle couche de silence s'installe dans la famille. Achille croit que l'article salit injustement Cécile, tandis que Florent doit contenir sa propre souffrance pour maintenir devant lui l'image d'une histoire moins douloureuse. Mais ce choix oblige Florent à porter une contradiction particulièrement cruelle. Quelques heures plus tôt, il confiait à Janet combien il souffrait d'avoir découvert l'infidélité de Cécile. Désormais, face à Achille, il doit faire comme si cette infidélité n'avait jamais existé. Il protège le jeune homme en effaçant verbalement une vérité qui le détruit lui-même. Dans le même temps, la soirée de Yann prend une tournure apparemment beaucoup plus légère. Il a prévu de retrouver Carole et celle-ci lui propose de laisser tomber le restaurant pour se rendre directement chez lui. La suggestion convient à Yann, qui ne voit dans cette décision qu'une manière plus intime de passer la soirée avec elle. Lorsqu'il arrive à l'appartement, Yann explique qu'il veut d'abord prendre une douche après sa longue journée. Il promet de faire vite. Carole reste donc seule quelques minutes, mais juste avant qu'il ne disparaisse dans la salle de bain, elle lui demande de mettre de la musique, installant une ambiance qui paraît parfaitement naturelle. En réalité, ce court instant est exactement ce dont elle avait besoin. Alors que Yann pense simplement se préparer pour leur soirée, Carole observe son environnement avec une toute autre intention. Elle repère le mot de passe de l'ordinateur, détail essentiel qui lui ouvre soudain un accès à des informations auxquelles elle ne devrait normalement jamais pouvoir accéder. Dès que Yann s'éloigne suffisamment, Carole profite de son absence. Elle se rapproche de l'ordinateur et lance discrètement des recherches concernant Cécile. Le contraste est saisissant, derrière la musique, derrière l'apparence d'un rendez-vous amoureux, elle transforme l'appartement de Yann en terrain d'investigation clandestine, sans qu'il imagine seulement ce qu'elle est en train de faire. Ainsi, Agnès auprès d'Élise et Carole auprès de Yann poursuivent le même double jeu sous deux visages différents. D'un côté, elle refuse une photographie qui pourrait devenir dangereuse. De l'autre, elle utilise la confiance de Yann pour pénétrer dans son ordinateur. Chaque geste est mesuré, et chaque relation devient pour elle un moyen d'approcher des informations sensibles. Chez Elle Cosmétiques, la journée se poursuit sous le signe de Finoma, sans que personne ne mesure encore vraiment la portée du signal envoyé par Jérémy à l'hôpital. Elisabeth reste concentrée sur la campagne, attentive à chaque proposition susceptible d'améliorer l'image de la crème. Pour elle, il s'agit encore d'un lancement stratégique qui doit être parfaitement orchestré. Boris, lui, semble particulièrement à l'aise dans cet environnement. Les échanges avec Saskia sont fluides, efficaces, presque instinctifs. Lorsque celle-ci avance l'idée d'une masterclass consacrée aux cosmétiques, il comprend immédiatement le potentiel de l'opération. Rose pourrait y intervenir en tant qu'influenceuse et présenter Finoma dans un cadre plus direct, plus vivant, plus convaincant. Cette complicité professionnelle n'échappe évidemment pas à Muriel. Déjà fragilisée par l'attente de la décision concernant Thomas, elle observe Boris avec une sensibilité accrue. Chaque sourire échangé avec Saskia, chaque idée qu'il développe avec enthousiasme autour de Finoma lui donne l'impression qu'il possède encore de l'énergie pour tout, sauf pour ce qui les concerne réellement. Muriel tente pourtant de ne pas transformer son inquiétude en conflit ouvert. Ce qu'elle ressent est plus profond qu'une simple jalousie. Elle voudrait surtout sentir Boris aussi préoccupé qu'elle par Thomas, aussi suspendu à cette décision du juge. Or elle a l'impression qu'il parvient à compartimentaliser les choses beaucoup plus facilement qu'elle, et cette différence devient presque insupportable. Elisabeth perçoit rapidement que quelque chose ne va pas. Lorsqu'elle interroge Muriel, celle-ci finit par reconnaître son malaise. Elle explique qu'elle attend toujours la réponse de Johanna et qu'elle ne cesse d'imaginer ce qui arrivera si Eve obtient gain de cause. L'incertitude transforme chaque minute en menace, et elle supporte difficilement l'apparente tranquillité de Boris. Elle confie également à Elisabeth que Boris lui semble davantage mobilisé par la campagne Finoma que par la décision concernant Thomas. Ce constat la blesse parce qu'il touche directement à leur manière d'affronter l'épreuve.
Là où Muriel voudrait sentir une inquiétude partagée, elle voit surtout Boris avancer, travailler, proposer et construire, comme s'il refusait de s'arrêter. Saskia, présente à proximité, entend cette conversation. Elle découvre ainsi une dimension de Boris et Muriel qu'elle n'avait peut-être pas perçue pendant leurs échanges professionnels. Leur complicité autour de Finoma prend soudain une couleur différente, car elle comprend désormais que Muriel traverse une période où chaque geste de Boris peut être interprété à travers une anxiété beaucoup plus intime. Pendant ce temps, à l'hôpital, Salomé reste confrontée à une réalité beaucoup plus immédiate. Son visage continue d'être marqué par ces plaques douloureuses qui l'ont conduite aux urgences. Jérémy lui a demandé de suspendre Finoma sans attendre, mais cette recommandation n'efface ni la brûlure ni l'angoisse liée à l'évolution de sa peau. Le médecin garde les photographies prises lors de l'examen, précisément parce qu'il veut conserver une trace de l'état des lésions. Il ne sait pas encore si la crème est directement responsable, mais il refuse d'ignorer la chronologie racontée par Salomé. Elle applique Finoma depuis environ une semaine, et ses plaques se sont aggravées jusqu'à nécessiter une consultation hospitalière. Jérémy choisit donc de partager cette information avec Janet. Il lui parle d'une patiente qui utilise Finoma, la crème liée à l'urine. Son ton n'est pas celui de quelqu'un qui affirme avoir identifié une cause certaine. Il s'agit plutôt d'un professionnel confronté à un élément suffisamment préoccupant pour qu'il estime nécessaire de le faire remonter. Cette prudence est essentielle, car Achille utilise lui aussi Finoma sans présenter le moindre symptôme. Chez lui, aucune plaque, aucune brûlure, aucun signe comparable à ceux de Salomé n'apparaît. Cette différence empêche toute conclusion rapide et rappelle que la situation reste médicalement ouverte, même si Jérémy considère que l'usage de la crème doit être interrompu chez sa patiente. Pour Salomé, toutefois, ces nuances comptent peu face à la douleur. Ce qu'elle ressent est réel, visible et suffisamment intense pour avoir inquiété sa mère. Son visage n'est plus simplement irrité, il est devenu le centre d'une souffrance quotidienne qui l'empêche de banaliser ce qui lui arrive, quelles qu'en soient finalement les causes. Dans une autre chambre, Florent traverse lui aussi une épreuve où les certitudes se sont effondrées. Le corps immobile de Cécile lui renvoie en permanence la brutalité de ce qu'il vient d'apprendre. Il voudrait pouvoir lui parler, lui demander depuis quand elle voyait un autre homme, comprendre pourquoi elle s'était éloignée sans jamais lui dire la vérité. Mais chaque question se heurte au silence du coma. Cette impossibilité de confrontation rend sa douleur presque plus difficile à supporter. Florent ne peut ni exprimer sa colère devant Cécile, ni recevoir une explication susceptible de changer son regard. Il est condamné à reconstituer seul les derniers mois de leur couple avec des indices qu'il interprète désormais différemment. Janet, en lui apportant un café, devient malgré elle la témoin de cet effondrement. Florent reconnaît qu'il voyait bien Cécile prendre ses distances, mais qu'il n'avait jamais imaginé une infidélité. Il se reproche aujourd'hui d'avoir ignoré les signes, comme si comprendre plus tôt aurait pu empêcher la rupture silencieuse qui s'installait entre eux. Ce sentiment de culpabilité est pourtant paradoxal. Florent est celui qui a été trompé, mais il se demande quand même ce qu'il aurait pu voir ou faire différemment. Il repense à leur couple comme à une maison dont les fissures étaient visibles mais dont il refusait peut-être de mesurer la profondeur. Maintenant, tout lui paraît évident trop tard. À la maison, Achille ignore encore cette vérité. L'article de Midi Libre a pourtant fait entrer le doute jusque dans son quotidien. Voir Cécile présentée publiquement comme une femme ayant un amant lui est insupportable, d'autant plus qu'elle ne peut pas se défendre. Il se tourne donc naturellement vers Florent et Margot pour savoir ce qu'il doit croire. Florent choisit alors de protéger Achille au prix d'un nouveau mensonge. Avec Margot, il affirme que l'article raconte n'importe quoi. Tous deux savent que cette version est fausse, mais ils considèrent qu'Achille ne peut pas affronter cette révélation maintenant. Cécile est toujours dans le coma, et le jeune homme vit déjà dans la peur de la perdre. Ce mensonge crée une scène douloureusement contradictoire. Florent doit défendre devant Achille une fidélité à laquelle il ne croit plus lui-même. Il enterre temporairement sa propre blessure pour préserver le jeune homme, tandis que Margot soutient ce choix. Leur silence devient alors une forme de protection, mais aussi une bombe émotionnelle repoussée à plus tard. Pendant ce temps, Carole continue d'avancer dans l'ombre. Yann, persuadé de vivre une soirée intime avec elle, n'imagine pas qu'elle vient d'utiliser son absence pour fouiller son ordinateur. Les recherches qu'elle lance sur Cécile montrent clairement que sa présence chez lui ne relève pas seulement d'une relation sentimentale improvisée. Dans l'appartement, la musique continue tandis que Yann se douche, créant une impression de banalité presque parfaite. Pourtant, à quelques mètres de lui, Carole exploite le mot de passe qu'elle a repéré et cherche des informations sensibles. Elle agit rapidement, méthodiquement,
consciente que chaque seconde compte avant que Yann ne revienne. Son comportement confirme la précision de son double jeu. Avec Élise, Agnès cherche à obtenir des renseignements en posant des questions apparemment innocentes. Avec Yann, sous l'identité de Carole, elle profite d'une proximité affective pour accéder directement à son ordinateur. Dans les deux cas, la confiance devient l'outil principal de sa stratégie. Ainsi, tandis que Salomé souffre aux urgences et que Jérémy commence à s'interroger sur Phinoma, d'autres dangers progressent presque sans bruit. Florent dissimule une vérité à Achille, Muriel doute de la place qu'elle occupe auprès de Boris, et Carole s'enfonce dans les secrets de Yann. À Montpellier, chacun protège, cache ou cherche quelque chose. Au fil des heures, l'état de Salomé reste naturellement au centre des préoccupations de sa mère. Le passage aux urgences n'a pas effacé l'angoisse provoquée par l'apparition de ces plaques de plus en plus douloureuses. Même si Jérémy a immédiatement recommandé l'arrêt de Phinoma, il faut désormais attendre de voir comment la peau de la jeune femme va réagir. Pour Salomé, cette attente est difficile. La douleur a pris une place considérable dans son quotidien, au point de transformer chaque regard posé sur son visage en source de gêne supplémentaire. Les rougeurs ne sont plus seulement visibles, elles brûlent, tirent, occupent son esprit en permanence. Elle sait désormais qu'elle doit cesser d'utiliser la crème, mais elle ignore encore ce qui a réellement provoqué cette réaction. Jérémy, lui, ne veut pas aller plus vite que les faits. Les photographies prises lors de l'examen constituent avant tout un moyen de suivre l'évolution des lésions. Il a noté l'utilisation de Phinoma depuis environ une semaine, mais il sait également qu'un lien temporel ne suffit pas, à lui seul, à établir une responsabilité médicale certaine. Pourtant, le cas lui paraît suffisamment préoccupant pour qu'il en parle à Janet. Cette démarche montre que l'épisode de Salomé n'est pas traité comme une irritation sans importance. Jérémy considère qu'il existe au minimum un élément à surveiller, et le nom de Phinoma entre ainsi dans une conversation médicale au moment même où la crème bénéficie d'une forte exposition commerciale. Chez Elle Cosmétiques, personne ne semble encore mesurer ce décalage. La campagne continue d'avancer autour des idées de slogans, de communication et de visibilité. Saskia et Boris restent particulièrement efficaces ensemble. Leur énergie commune donne du rythme à la réunion, mais elle renforce en parallèle le malaise de Muriel, déjà fragilisé par l'incertitude entourant Thomas. Muriel n'attend pas seulement une décision administrative. Derrière le mail de Johanna se joue une question qui touche directement à son avenir familial. Elle redoute que le juge donne raison à Ève et imagine déjà les conséquences que cela pourrait avoir. Boris, de son côté, lui demande de rester calme et déterminé, mais cette formule produit exactement l'effet inverse. Elle y entend une distance qu'elle ne supporte plus. Alors qu'elle voudrait partager avec Boris la même peur, elle a l'impression de recevoir une leçon de maîtrise de soi. Son irritation explose donc lorsqu'elle lui reproche ce conseil paternaliste. Cette remarque traduit surtout un besoin plus profond. Muriel ne veut pas être rassurée mécaniquement, elle veut se sentir réellement accompagnée. Lorsqu'Elisabeth l'interroge, Muriel met enfin des mots sur ce sentiment. Boris lui semble davantage concerné par Phinoma que par la décision concernant Thomas. Ce jugement n'est peut-être pas une mesure objective de ce que ressent Boris, mais il correspond parfaitement à la manière dont Muriel vit la situation. Son anxiété transforme chaque priorité professionnelle de son compagnon en preuve de désengagement. Saskia entend cette confession sans que Muriel ait prévu de la prendre à témoin. Elle découvre ainsi que la tension qu'elle percevait ne se résume pas à quelques échanges un peu secs. Derrière eux se trouve une peur réelle, liée à Thomas, mais aussi une fragilité dans le couple. Cette information donne nécessairement une autre profondeur à la complicité qu'elle partage avec Boris. Pendant ce temps, Achille continue de porter Phinoma sans présenter de réaction semblable à celle de Salomé. Cette différence reste capitale. Elle rappelle que, dans l'état actuel des faits, personne ne peut dire que la crème provoque systématiquement les plaques. Le jeune homme semble d'ailleurs très loin de ce type de réflexion, puisqu'il s'est permis de plaisanter sur l'apparence de Salomé. Sa remarque sur son visage ressemblant à un feu rouge paraît d'autant plus dure que la jeune femme finit précisément à l'hôpital. Pour Achille, il ne s'agissait probablement que d'une moquerie lancée sans mesurer ses conséquences. Mais pour Salomé, qui souffre et voit ses plaques empirer, cette légèreté contraste brutalement avec ce qu'elle est réellement en train de vivre. Achille a pourtant lui-même des préoccupations beaucoup plus graves. L'état de Cécile continue de peser sur lui, et l'article de Midi Libre vient ajouter une violence nouvelle à une situation déjà insupportable. Alors qu'il craint pour la vie de celle qu'il considère comme sa mère, il découvre qu'elle est publiquement présentée comme une femme ayant entretenu une liaison. Florent et Margot savent exactement ce que cette révélation pourrait provoquer chez lui. Ils décident donc de maintenir leur version.
l'article raconte n'importe quoi. Leurs réponses cherchent à fermer immédiatement la porte aux questions, comme s'ils pouvaient empêcher la réalité de pénétrer dans l'esprit d'Achille simplement en contestant la crédibilité des journalistes. Pour Florent, ce mensonge exige un effort considérable. Il vient lui-même d'admettre à Janet combien la vérité l'a détruit. Il s'accuse de ne pas avoir compris que Cécile s'éloignait, de ne pas avoir vu leur couple se fissurer. Quelques heures plus tard, il doit pourtant agir devant Achille comme si cette liaison n'était qu'une invention médiatique. Cette contradiction le place dans une position presque impossible. Il souffre comme compagnon trompé tout en protégeant l'image de Cécile comme mère. La colère qu'il pourrait ressentir contre elle doit rester enfouie parce que son état ne permet aucune explication et parce qu'Achille ne peut pas, selon lui, encaisser une nouvelle blessure maintenant. Margot partage ce choix. Elle comprend que la priorité immédiate consiste à maintenir Achille aussi stable que possible alors que Cécile demeure dans le coma. Mais ce mensonge ne fait que repousser une conversation difficile. Si Cécile se réveille, les questions ne disparaîtront pas. Et si la vérité continue de circuler publiquement, Achille risque tôt ou tard de comprendre qu'on lui a caché quelque chose. À l'hôpital, Claire continue pendant ce temps de prodiguer des soins à Cécile. Son rôle se situe dans une toute autre temporalité, celle des gestes précis, répétés, nécessaires, face à une patiente incapable de manifester ce qu'elle ressent. Autour de Cécile, les émotions explosent, les secrets se révèlent, les réputations vacillent. Mais elle demeure silencieuse au milieu de cette tempête. La pression autour de l'enquête reste également palpable. Paloma interpelle Picard en affirmant que la police accumule les bourdes. Le procureur ne répond pas, mais cette absence de réaction ne dissipe rien. Fabrice Collat est toujours surveillé par Alex et Manu, qui attendent un mouvement susceptible de faire avancer leur travail, tandis qu'Agnès cherche parallèlement à obtenir des informations auprès d'Élise. Agnès sait cependant qu'elle doit préserver son anonymat avec une extrême prudence. Son refus d'être photographiée par Élise n'est donc pas un détail anodin. Elle invoque son absence de maquillage et son aversion pour les photos, mais derrière cette justification banale se trouve la nécessité de ne laisser aucune trace susceptible de compromettre le rôle qu'elle joue. Élise, elle, reste naturellement désarmée face à cette manipulation parce que tout repose sur la proximité affective. Agnès ne force jamais les choses. Elle pose des questions au sujet de l'article de Midi Libre, écoute, détourne l'attention lorsque cela devient nécessaire. Elle transforme ainsi la confiance d'Élise en source d'information sans provoquer la moindre rupture visible entre elles. De son côté, Carole utilise une méthode encore plus directe avec Yann. Dans l'intimité de l'appartement, elle profite de sa douche pour accéder à son ordinateur. Le mot de passe qu'elle a vu devient la clé d'un espace privé que Yann croyait protégé. Elle lance alors discrètement des recherches concernant Cécile, tandis que la musique couvre parfaitement la banalité apparente de la scène. Le contraste est presque cruel. Yann pense avoir organisé une soirée avec une femme qui lui plaît, alors que Carole utilise précisément cette proximité pour chercher des informations. Plus elle paraît naturelle, plus son infiltration devient efficace. Elle ne fouille pas dans la précipitation d'une intruse, mais avec le calme de quelqu'un qui sait exactement pourquoi elle est là. Ainsi, deux menaces avancent parallèlement sans être encore pleinement identifiées. À l'hôpital, Jérémy commence à regarder Finoma avec prudence après le cas de Salomé. Chez Yann, Carole explore silencieusement ce qu'elle peut apprendre sur Cécile. Dans les deux situations, un détail vient d'ouvrir une brèche, et personne ne sait encore jusqu'où elle pourra s'élargir. La soirée avance, mais derrière les apparences relativement calmes, plusieurs tensions continuent de se développer sans encore éclater au grand jour. Salomé reste marquée par son passage aux urgences, Florent s'enferme dans un mensonge destiné à protéger Achille, tandis que Carole poursuit discrètement son intrusion dans la vie de Yann avec une maîtrise qui devient de plus en plus inquiétante. Pour Salomé, le plus important est désormais de faire disparaître cette sensation de brûlure qui s'est installée sur son visage. Jérémy lui a demandé d'arrêter immédiatement Finoma et lui a prescrit une crème destinée à apaiser les rougeurs. Pourtant, aucune réponse définitive n'existe encore sur l'origine exacte de ces plaques qui ont empiré si rapidement. Le fait que Jérémy ait photographié les lésions montre néanmoins qu'il ne considère pas cette réaction comme anodine. Le médecin souhaite conserver une trace précise de l'état du visage de Salomé, probablement afin de suivre son évolution. Il a également jugé suffisamment important de signaler à Janet qu'une de ses patientes utilise Finoma, la crème associée à l'urine. Cette information contraste fortement avec l'enthousiasme qui continue de régner autour du produit chez Elle Cosmétiques. Là-bas, l'attention reste concentrée sur la manière de séduire le public, de trouver un slogan efficace et de construire une communication capable de donner à Finoma une véritable visibilité.
personne, dans cette réunion, ne semble encore confrontée directement au cas de Salomé. Saskia continue de défendre son idée de masterclass consacrée aux cosmétiques, avec Rose comme relais potentiel pour parler de Finoma. La proposition enthousiasme Boris, qui se montre particulièrement réceptif aux idées de sa collègue. Leur bonne entente apparaît naturelle, professionnelle, mais elle suffit à réveiller chez Muriel un malaise qui existait déjà bien avant cette réunion. Car Muriel n'a pas vraiment la tête à la campagne. Elle attend toujours le mail de Johanna qui doit lui apprendre la décision du juge concernant Thomas. Cette attente l'obsède et la rend particulièrement sensible à l'attitude de Boris. Lorsqu'elle lui demande ce qu'ils feront si Ève obtient gain de cause, elle espère surtout sentir qu'il partage exactement la même inquiétude. La réponse de Boris, appelant au calme et à la détermination, ne lui apporte pourtant aucun réconfort. Muriel se sent au contraire agacée par ce qu'elle perçoit comme une remarque paternaliste. Elle lui fait comprendre sèchement qu'elle n'avait pas besoin de ce conseil, avant de partir avec le sentiment d'être seule à porter pleinement le poids de cette incertitude. Plus tard, face à Elisabeth, Muriel exprime clairement ce qui la blesse. Elle a l'impression que Boris se montre davantage intéressé par la campagne Finoma que par la décision concernant Thomas. Ce n'est pas seulement une question de jalousie envers Saskia. Muriel ressent surtout un décalage entre leurs priorités au moment où elle aurait besoin de sentir Boris totalement engagé à ses côtés. Saskia, qui entend cette conversation, comprend alors la profondeur du malaise. Elle découvre que derrière l'irritation de Muriel se cache une inquiétude familiale réelle. La complicité qu'elle partage avec Boris pendant le travail prend forcément un relief différent, même si rien dans les faits fournis ne permet encore d'affirmer que leur relation dépasse le cadre professionnel. Pendant ce temps, Achille continue d'utiliser Finoma sans souffrir des mêmes symptômes que Salomé. Aucun signe de plaque n'apparaît sur son visage. Cette différence maintient donc l'incertitude autour de la crème. Elle empêche d'établir un lien direct et systématique entre Finoma et les réactions cutanées constatées chez la jeune femme. Achille est cependant préoccupé par une autre affaire. Il a découvert l'article de Midi Libre qui affirme que Cécile avait un amant. Cette révélation est particulièrement violente pour lui alors que Cécile se trouve toujours dans le coma. Il ne peut pas lui poser de questions, et l'image de celle qu'il considère comme sa mère se retrouve soudain exposée publiquement. Florent et Margot décident alors de maintenir leur mensonge. Ils lui disent que les journalistes racontent n'importe quoi, même s'ils savent que l'infidélité de Cécile n'est pas une invention. Leur objectif est clair, éviter qu'Achille ne doive affronter une nouvelle douleur pendant qu'il vit déjà dans l'angoisse de perdre Cécile. Pour Florent, cette décision est particulièrement difficile à porter. Quelques heures auparavant, il reconnaissait devant Janet qu'il avait vu Cécile s'éloigner sans jamais imaginer qu'elle puisse le tromper. Il se reproche maintenant de ne pas avoir compris plus tôt que leur couple était en train de prendre l'eau, et cette culpabilité s'ajoute à son sentiment de trahison. Il doit pourtant cacher tout cela devant Achille. Il protège l'image de Cécile pour préserver le jeune homme, alors même que cette même image vient de s'effondrer pour lui. Cette contradiction l'oblige à faire taire sa propre colère, ses questions et sa souffrance, parce que Cécile est incapable de répondre et qu'Achille semble trop vulnérable pour entendre la vérité. À l'hôpital, Claire continue de prodiguer des soins à Cécile, toujours plongée dans le coma. Autour d'elle, les événements évoluent, les secrets deviennent publics et les relations se fissurent, mais elle reste silencieuse. Son absence de réaction rend tout plus douloureux encore, car chacun parle désormais d'elle sans pouvoir entendre sa version de l'histoire. Dans le même temps, l'affaire Fabrice Collat continue de mobiliser les forces de l'ordre. Alex et Manu restent en surveillance, mais leur cible ne bouge toujours pas. Cette immobilité ne signifie pas que le danger a disparu. Elle impose simplement aux policiers une attente frustrante, tandis que d'autres personnes tentent parallèlement d'obtenir des informations sur l'enquête. Agnès s'inscrit précisément dans cette logique. Face à Élise, elle continue de poser des questions discrètes au sujet de l'article consacré à Fabrice Collat. Elle ne brusque jamais la conversation, préférant donner à sa curiosité l'apparence d'un simple intérêt. Élise, qui lui fait confiance, n'imagine pas qu'elle puisse avoir une raison cachée de chercher ces renseignements. Le refus d'Agnès lorsqu'Élise veut la photographier révèle cependant la prudence extrême avec laquelle elle protège son identité. Elle prétend ne pas aimer les photos et souligne qu'elle n'est même pas maquillée. Une excuse ordinaire, mais qui lui permet surtout d'éviter qu'une image d'elle ne soit conservée ou diffusée sans son contrôle. Cette maîtrise se retrouve également lorsque Carole rejoint Yann. Celui-ci avait prévu de la voir dans la soirée, et elle lui propose finalement de supprimer le restaurant pour aller directement chez lui. Yann accepte sans méfiance, convaincu qu'il s'agit simplement d'un choix plus intime après une longue journée. Une fois dans l'appartement, Yann annonce qu'il veut prendre une douche.
Carole lui demande auparavant de mettre de la musique. Rien, dans cette scène, ne semble inquiétant. Pourtant, dès qu'il disparaît, elle exploite le temps qu'il lui laisse. Elle a vu le mot de passe de l'ordinateur et sait désormais comment accéder à un espace privé. Carole ouvre alors discrètement l'ordinateur de Yann et commence à effectuer des recherches concernant Cécile. Ce geste dévoile avec netteté la véritable nature de sa présence. Elle n'est pas simplement venue passer une soirée avec Yann. Elle utilise leur proximité pour obtenir des informations auxquelles elle n'aurait normalement aucun accès. Yann, sous la douche, ignore totalement ce qui se joue à quelques mètres de lui. La musique continue, donnant à l'appartement une atmosphère presque détendue, tandis que Carole fouille silencieusement dans des données liées à Cécile. Plus Yann lui accorde sa confiance, plus elle dispose de liberté pour poursuivre son double jeu. Ainsi, la fin de cette journée laisse plusieurs fractures ouvertes. Salomé doit interrompre Phinoma après l'aggravation spectaculaire de ses plaques. Jérémy commence à considérer la crème comme un élément qui mérite d'être surveillé, tandis que Elle Cosmétique continue sa campagne sans mesurer encore ce qui vient de se produire aux urgences. Florent, de son côté, reste prisonnier d'une vérité qu'il choisit de cacher à Achille, pendant que Cécile demeure dans le coma. Muriel attend toujours une décision capable de bouleverser son avenir avec Thomas, alors que la complicité professionnelle entre Boris et Saskia nourrit son malaise. Enfin, Carole avance silencieusement dans les secrets de Yann. Rien n'est encore véritablement résolu. Aucun élément ne permet d'affirmer définitivement que Phinoma est responsable des plaques de Salomé, mais Jérémy a suffisamment de raisons de s'interroger pour demander l'arrêt du produit et alerter Janet. C'est cette incertitude, plus que la certitude, qui rend la situation de plus en plus préoccupante. Et tandis que Salomé espère simplement retrouver un visage apaisé, une autre menace se développe loin d'elle, dans l'appartement de Yann. Carole poursuit ses recherches sur Cécile sans être découverte. Sous les apparences d'une soirée intime et banale, elle franchit une nouvelle étape dans son infiltration, alors que Yann ignore encore totalement à qui il a ouvert sa porte.